Pour le reste, puisqu'on parle de l'UDECAM, on va revenir à l'outil qui vous a été brièvement raconté par Patrick ce matin. Si vous voulez en savoir plus sur les raisons du choix de la méthode PEF de l'Union européenne qui a guidé la conduite de l'UDECAM, ou sur Glimpact et la façon dont ils ont justement développé cet outil, ou encore sur même la part de l'impact carbone quant à l'impact environnemental des campagnes médias, c'est maintenant au micro de Patrick Gouilloux-Beauchamp, président de la commission RSE, Christophe Gérardier, président de Glimpact, et Pascal Dagras, chef de projet affichage environnemental du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Rebonjour. De rien. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, un grand merci d'abord pour ces précédentes interventions. On a beaucoup immédiatement parlé de ressources et j'ai bien compris que dans le mot ressources, il y avait plein d'indicateurs potentiellement pris en compte. Et donc il y a une première question, Pascal, que je voulais vous poser. On a le sentiment, et je réemploie le mot cacophonie qui a été employé tout à l'heure, d'une certaine cacophonie justement en termes d'indicateurs. D'un côté, on parle beaucoup d'indicateurs carbone, de l'autre, on parle ce matin, notamment dans le cadre de l'UDECAM, d'indicateurs d'impact environnementaux. Même la loi climat et résilience met en objectif à la fois des engagements en termes d'impact carbone et puis des engagements en termes d'impact environnementaux. Dans son article 2, elle a décidé justement de lancer une mesure de l'impact environnemental des produits. Alors, tout simplement, c'est quoi l'indicateur de référence ? En tout cas, c'est quoi l'indicateur qui va servir de référence ? Est-ce qu'on doit s'en limiter au seul indicateur carbone ? Est-ce qu'il faut avoir une perspective plus large et prendre en compte l'ensemble des indicateurs à la fois de biodiversité, d'eau. Donc, c'est quoi la position aujourd'hui des pouvoirs publics français ? Alors, bonjour à tous. Donc, Pascal Dagras, je suis chef de projet affichage environnemental au ministère de la Transition écologique. Et c'est une très bonne question, complexe, mais c'est une très bonne question. Et si je peux me permettre une réponse juste un petit peu développée, je rembobine en partant du consommateur, consommateur qui généralement est aussi citoyen. Et nous avons une démarche tout à fait atypique qui a été réalisée en 2019-2020, qui est la Convention citoyenne pour le climat. Convention citoyenne pour le climat, on tire au sort 150 citoyens, on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quelles mesures proposez-vous pour faire face au changement climatique. La première de leurs réponses, la toute première, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais quand on lit leurs propositions, c'est la première, c'est chaque fois que j'achète un produit, et la publicité est un moyen d'être informé sur le produit que j'achète, chaque fois que j'achète un produit, je veux connaître son prix environnemental, et avec un prisme, parce que c'est la Convention citoyenne pour le climat, je veux connaître son prix carbone. Donc la première demande des citoyens, c'est je veux connaître l'impact carbone de tout ce que j'achète, que ce soit un produit, un t-shirt, une côte de bœuf, une machine à laver ou même un service, un voyage en avion, je veux connaître son prix carbone. C'est le point de départ, c'est un des points de départ. Après, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été présentées au Parlement. C'était ça l'engagement qui avait été pris, donc elles ont été présentées. Arrivé devant le Parlement, cette question que vous posez est arrivée tout de suite. Peut-on se satisfaire du prix carbone pour informer les consommateurs, les citoyens sur l'impact environnemental de ce qu'ils achètent ? Réponse des parlementaires, non. Ça n'est pas possible. Parce qu'on fausse les comparaisons si on ne regarde que le prix carbone. Je prends deux exemples très rapides, un peu schématiques, sur de l'agriculture. Si j'ai le choix entre produire de manière conventionnelle et produire de manière biologique, dans les deux cas, j'ai des mauvaises herbes dans mon champ. Si je produis en conventionnel, je mets des produits phytosanitaires et ça dégage les mauvaises herbes. Si je produis en biologique, je fais repasser le tracteur pour enlever les mauvaises herbes. Dans le deuxième cas, j'ai refait passer le tracteur, donc potentiellement j'ai émis plus de carbone, mais j'ai consommé moins de produits phytosanitaires. Donc faut-il dire que le bio c'est moins bien que le conventionnel parce qu'il y aurait plus d'impact carbone ? Non, il faut pouvoir prendre en compte d'autres aspects, notamment la biodiversité qui est
évoquées par la loi. Pareil sur le textile. Sur le textile, si on prend du coton, du polyester, si on regarde que sur le carbone, le polyester, c'est moins impactant que le coton. Pour autant, il peut y avoir d'autres enjeux. Derrière le polyester, il y a des sujets de microplastiques qui peuvent se poser. Derrière le coton, il y a des sujets de consommation d'eau. Il n'y a qu'à regarder l'état de la mer d'Aral. Enfin voilà, tout ça, c'est multifactoriel. Et donc la réponse de la loi climat, c'est non, on ne peut pas se contenter du carbone. Il faut prendre en compte la biodiversité, la consommation de ressources, et voire même des externalités, des choses difficiles à calculer. Et dernier point, mais très important, enfin, sur lequel je pense Christophe pourra rebondir également, on a la Commission européenne qui, parallèlement et même antérieurement aux travaux de la Convention citoyenne, a élaboré un cadre méthodologique qui s'appelle PEF, Product Environmental Footprint, qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission européenne depuis fin 2021 et qui recommande une méthode qui comporte 16 catégories d'impact. Je vais développer après, mais en tout cas, sans faire plus long, carbone seul, on rate des éléments. Il faut une méthodologie qui prenne en compte plusieurs impacts. La question, et ça a été très bien posé notamment par la Massif tout à l'heure, c'est laquelle ? Christophe, justement, donc, cette mesure de l'ensemble des catégories d'impact, je rappelle rapidement, bien évidemment, dans la mesure des impacts environnementaux, il y a bien évidemment l'impact carbone, mais pas simplement que l'impact carbone. Donc, je rappelle simplement, on prend en compte l'ensemble des émissions de particules fines, l'acidification, l'épuisement des ressources fossiles et minérales, l'utilisation des terres agricoles, la toxicité, l'épuisement des ressources en eau, l'eutrophisation des sols, la dégradation de la couche d'ozone, la toxicité humaine cancérigène et non cancérigène, et l'impact sur la biodiversité. Christophe, est-ce que c'est une mesure qui peut être appliquée à l'ensemble des secteurs, l'ensemble des produits, l'ensemble des organisations ? Alors, la réponse est oui. Et comme l'a dit Pascal Dagrin, la France travaille sur l'affichage environnemental depuis longtemps. La Commission européenne a donc, comme Pascal l'a dit, beaucoup réfléchi sur la meilleure façon de définir l'empreinte environnementale et de la mesurer. Et donc, pour répondre à ta question, Patrick, oui, cette méthode, elle est générique et elle peut s'appliquer à toutes les catégories de produits, et en particulier la campagne média qui peut être considérée comme un produit. Mais évidemment, ces concepts généraux qui disent qu'il ne faut pas mesurer que l'empreinte carbone, mais l'ensemble des catégories d'impact, 16 catégories d'impact de l'activité humaine sur la planète, tout ça, ce sont des règles génériques, mais il faut les décliner selon la spécificité de chacune des catégories de produits. Autrement dit, le travail, et merci encore de la confiance de l'UDECAM, que nous avons réalisé pour l'UDECAM, a consisté à décliner cette méthode spécifiquement aux réalités des campagnes médias, ces différentes étapes de cycle de vie, et tout ce qu'il faut prendre en compte. Et on a développé des règles spécifiques que la méthode PEF invite ou même impose de développer pour véritablement appliquer cette méthode à la mesure de l'empreinte environnementale globale des campagnes médias. Cette méthode PEF, donc si je comprends bien, est bien le socle de vos démarches et de vos développements aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous êtes en train de... Vous avez développé un calculateur également que vous appelez EcoBalise. Alors, je ne sais pas si c'est le nom définitif, en tout cas, c'est le nom de code. Il est fondé également sur... Vous allez nous montrer très rapidement sur quoi il porte, et notamment, c'est un calculateur des impacts écologiques des produits alimentaires et textiles. Donc, vous allez nous montrer à la fois sur quel type de score on arrive, sur quels sont les socles méthodologiques. Oui, je vais pouvoir vous montrer ça. Juste avant de le montrer, je voudrais repartir. Donc, je parlais de la loi climat, le cadre européen, on en a parlé, donc une recommandation de la Commission européenne. Maintenant, qu'est-ce qui est porté au niveau politique France ? Au niveau politique France, et ça a été annoncé par le président de la République la semaine dernière, lorsqu'il a réuni à l'Élysée toute une série de représentants de l'industrie pour lancer le plan de réindustrialisation, c'est on va faire de l'étiquetage, de l'affichage environnemental. Donc oui, il faut de l'étiquetage. Le président l'a dit la semaine dernière. Donc, vous vendez ou vous faites une campagne de pub pour un vêtement, il faut qu'il y ait un étiquetage environnemental. Vous faites une campagne de pub pour de l'alimentaire, il faut un étiquetage environnemental. Il dit oui, on va le faire, il le faut. Il dit 2, on va le faire en franco-français dès 2024 sur le textile, et l'alimentaire suivra après. Les autres catégories de produits et de services viendront. Et il a dit aussi, idéalement, il faut qu'on le fasse à l'échelle européenne.
puisque c'est une échelle qui est pertinente pour le business, pour les affaires, pour tout ce que l'on voudra, quoi. Et donc là où il y a un exercice qui est extrêmement, allez, je vais le tourner positivement, qui est passionnant, c'est que la France est dans une posture atypique à l'échelle européenne. La France est le seul pays d'Europe, le seul pays des 27, qui a dans sa loi, c'est les suites de la Convention citoyenne, écrit noir sur blanc, un affichage environnemental est rendu obligatoire. On est le seul pays européen. Donc ça met les pouvoirs publics, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, dans une situation de, d'effervescence, puisque quelque part, la loi demande au gouvernement de définir précisément ces règles, donc qui dans l'esprit reviennent à ce que vient d'expliquer, ce que d'indiquer Christophe Girardier. Donc définir ces règles pour le textile, pour l'alimentaire, etc. C'est beaucoup de travail. Mais en fait, c'est tout le monde économique que ça amène également dans le sillage. C'est-à-dire qu'en France, on est amené plus rapidement que dans le reste de l'Europe à arrêter des règles de catégorie très précises, des méthodes de calcul très, très claires. Vous avez un produit textile, il doit avoir le même impact que vous le fassiez chiffrer par le bureau d'études A ou le bureau d'études B. Sinon, comment vous faites votre étiquette, c'est compliqué. Donc on est obligé d'aller plus vite que les autres pays d'Europe parce qu'on est le seul pays d'Europe qui rend obligatoire l'affichage environnemental. Mais d'un autre côté, et c'était très clair dans le propos du président la semaine dernière, on doit viser une méthode européenne. Donc on est dans cette situation un peu de pionnier, c'est le mot qu'on emploie généralement, où on est obligé de courir un peu plus vite, quelque part, que les fondations méthodologiques européennes, parce qu'on doit proposer un affichage obligatoire, cadré dès 2024 sur le textile, l'alimentaire, mais tout en pensant à la conformité européenne. Donc je peux faire une rapide démo, je ne sais pas si je le fais maintenant. Oui, très volontiers. Mais donc sur un socle méthodologique PEF, on est d'accord? Oui. Est-ce que je peux partager? Je ne sais pas comment ça se partage. Hop. Ouais, voilà. Donc là, je suis sur un site internet, donc ecobalise.beta.gouv.fr. J'insiste sur le bêta. On est sur un bac à sable, je vais l'appeler comme ça. C'est pour vraiment éclairer le débat. Puisque là, les producteurs, les distributeurs, les annonceurs vont devoir, dès 2024 et dans les prochaines années, de plus en plus communiquer sur les impacts environnementaux des produits. Comment vont-ils faire? Et donc ce calculateur, pour l'instant, si je vais juste sur... Attendez, je lance le calculateur. Si je vais sur le textile, vraiment j'insiste sur c'est du bêta, vous tombez sur un calculateur qui vous calcule des scores PEF, qui vous calcule quelque chose qui est dans l'esprit de la recommandation de la Commission européenne. Et donc c'est un calculateur extrêmement simple, je choisis juste, comme il en existe beaucoup, je choisis par exemple un jean, et puis je précise quelle est sa matière, est-ce qu'il est en coton, est-ce qu'il est en jute, est-ce qu'il est en ce qu'on voudra. Et puis ensuite je précise quel est le pays dans lequel a été fait l'ennoblissement, c'est-à-dire la teinture. Mettons que la teinture ait été faite en Chine par exemple, je précise s'il est délavé ou s'il n'est pas délavé, je précise s'il a été transporté par avion ou pas transporté par avion, enfin quelques critères un peu simples. Et tout ça, ça me donne un calcul d'impact en score PEF. Ça, ce n'est pas la méthode réglementaire que recommande le gouvernement français, il n'a rien écrit jusqu'ici, mais c'est vraiment la base européenne sur laquelle on s'appuie parce qu'il faut être compatible européen. Et s'il faut être compatible européen, effectivement, la recommandation de la Commission, c'est PEF. Donc on part de cela. Mais si on va sur les produits alimentaires, donc il y a un calculateur un petit peu dans le même esprit, quelque part, mais qui est un petit peu plus avancé en termes méthodologiques et sur lequel, typiquement, on commence à travailler sur, si vous prenez par exemple, on va voir si je prends du bœuf, ça vous calcule des points, donc pareil, une unité, un prix environnemental, mais on commence à intégrer, et donc là ça devient quelque chose de méthodologiquement très complexe et un peu pionnier, c'est, voilà, attention, la méthode PEF, les 16 catégories d'impact, prennent en compte énormément de choses, c'est une base de travail très très solide, mais la Commission européenne elle-même reconnaît qu'elle n'appréhende pas parfaitement toutes les externalités, en particulier pour les produits agricoles. L'agriculture extensive a des bénéfices. Avoir des haies un peu partout dans les champs, avoir des petites parcelles, ça c'est bon pour la biodiversité, c'est pas forcément bien pris en compte. Et donc on essaie de travailler, et c'est un travail qui est vraiment juste
encore à produire sur est-ce que il y a des infrastructures agroécologiques, et si j'ai des infrastructures agroécologiques, donc des haies, des prairies, des choses comme ça, peut-être que ça baisse un peu mon score environnemental. Ça, vous voyez, quelque part aujourd'hui, c'est une espèce de surcouche qu'on est en train de travailler avec les acteurs sur. On part d'un socle PEF et on essaie d'en dépasser les limites aujourd'hui identifiées pour proposer quelque chose qui soit acceptable, qui prenne bien en compte, par exemple, les bénéfices de l'agriculture extensive. Donc l'idée, c'est de le faire de manière pionnière, parce que si on ne le fait pas, on pense qu'on trompe la comparaison entre agriculture intensive et extensive, mais le plus coordonné possible avec les institutions européennes pour que ceux-ci puissent raccrocher ensuite le cadre européen qui aujourd'hui est recommandé avec PEF. Donc deux conclusions à ce que vous dites, et puis après on va avancer parce qu'on doit rendre la parole aux autres aussi. Clairement, on est sur un indicateur qui est exactement celui équivalent à ce qu'on a mis en place dans le cadre de l'UDECAM, à savoir le micro-point, fondé sur un socle bien évidemment méthodologique qui est celui de la méthode européenne, la méthode PEF, et qu'on peut même encore aller potentiellement plus loin, en tout cas sur des secteurs particuliers que sont l'alimentaire et le textile, que les 16 catégories d'impact. Christophe, rapidement, aujourd'hui on sait que la méthode telle qu'on a développée tous ensemble de manière collective prend en compte l'ensemble du cycle de vie d'une campagne média, de sa conception au recyclage. Est-ce que la solution permet de distinguer chacune des catégories d'impact ? Oui, bien sûr. Et c'est tout l'intérêt de cette méthode, appliquée au secteur des campagnes médias, puisque je rappelle qu'on mesure l'empreinte de la campagne, pas de la régie, vraiment de la campagne. Et effectivement, en moyenne, parce qu'on a fait beaucoup de tests grâce aux efforts et l'engagement des agences médias qui ont été pilotes pour tester l'outil, et on s'est rendu compte, par exemple, l'empreinte carbone, qui est évidemment un enjeu majeur, mais en moyenne, dans une campagne multimédia avec une part de digital importante, elle pèse moins de 20%. Dans certains cas, même moins de 10%. Ça veut dire que si on ne mesurait pour l'enjeu de l'empreinte environnementale des campagnes médias que l'empreinte carbone, on passerait à côté de plus des 2/3 de l'empreinte. Alors, c'est très intéressant parce que ça dépend du type de média. Si vous je prenais l'exemple des campagnes digitales, donc moins de 15-20% pour la contribution de l'empreinte carbone. Mais si vous prenez des campagnes sur la presse, papier, eh bien là, l'empreinte carbone double. Elle peut être de jusqu'à 40%. Mais quoi qu'il en soit, et les intervenants de tout à l'heure l'ont très bien dit, et je les félicite d'ailleurs, il n'y a pas que le réchauffement climatique qui compte, il est essentiel. Et comme le disent les scientifiques, la planète ne se sauvera pas quand bien même on arriverait à arrêter le réchauffement climatique. Il y a plein d'autres enjeux, la biodiversité, les enjeux sur l'eau dont vous entendez tous parler. Et l'outil qu'on a pu développer pour l'UDECAM va vous permettre de voir très clair sur tous ces enjeux, à la fois la contribution de l'impact de la campagne par catégorie d'impact, comme vient de le dire Patrick, mais aussi par étape de cycle de vie de la campagne, que ce soit l'étape d'utilisation ou de diffusion. D'ailleurs, on s'aperçoit que, et après on avance, une dernière question, on s'aperçoit que quand on regarde les 5 phases qui ont été structurées et qui vont donc de la création des messages jusqu'au recyclage des supports qui ont permis la diffusion, on s'aperçoit que d'abord la méthode permettra, de donner un score d'impact sur l'ensemble des 5 phases, mais permettra également de distinguer un score d'impact par phase. Et pour ce qui est, on vous livre d'ores et déjà un premiers enseignements de l'ensemble des bêta-tests que l'ensemble des agences ont faites. Pour ce qui est du score sur les 3 premières phases, c'est-à-dire création, production des messages et diffusion des campagnes, au regard de l'ensemble de l'impact environnemental, on s'aperçoit que le poids de nos campagnes publicitaires est, en termes de diffusion et de création, relativement faible par rapport à l'ensemble. Oui, pour faire simple, on va dire que dans les phases, les étapes de cycle de vie d'une campagne, que vient de citer Patrick, en gros, pour les campagnes multimédia, et en particulier pour le numérique, la phase d'utilisation de la campagne représente de 60 à 80% de l'impact. Alors, qu'est-ce que c'est que la phase d'utilisation de la campagne ? C'est le fait, pour vos cibles, de regarder ou votre vidéo ou entendre le message sur un téléphone portable, sur une tablette, sur une télévision ou sur un ordinateur. Donc, ça, c'est majeur. Et comme l'a demandé l'UDECAM, on a fait aussi, comme la phase d'utilisation est tellement prépondérante, la méthode PEF nous autorise à neutraliser cette phase pour aller plus en détail pour les phases de création, production, diffusion,
pour mieux permettre aux acteurs qui sont devant nous de trouver les bons leviers sur lesquels ils ont eux-mêmes un contrôle. Parce que les agences médias, les annonceurs n'ont pas forcément tous les leviers de contrôle, hein, mais ces leviers peuvent être directs, par exemple diminuer le poids de la vidéo, mais ils peuvent être indirects, en par exemple demandant, préconisant à une agence ou un annonceur et on l'a dit tout à l'heure, de bien éviter, si possible, de regarder une vidéo par le réseau 4G ou 5G, mais plutôt à la maison sur son réseau Wi-Fi. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci pour toutes ces informations.